Il est donc 9h30 pile et nous allons pouvoir entamer cette seconde journée des Lumières médiatiques qui ont été magnifiquement mises à feu hier et nous allons continuer à les faire resplendir en cette matinée avant le feu d'artifice de cet après-midi. Donc, je vous invite à rester tout au long de cette seconde journée. Mais ce matin, j'ai l'honneur de présider une session consacrée à la fabrique des réputations et en compagnie d'un trio extraordinaire, trois personnalités scientifiques dont on peut dire, pour reprendre une expression des Lumières, qu'elles sont en grande réputation de savantes. Et donc, je suis très fière de présider cette session en compagnie de mes trois collègues et qui, ensemble, vont nous aider à questionner la fabrique des réputations. Dans quelle mesure les réputations, bonnes, mauvaises ou méchantes, car cela arrive aussi, se font, se défont, sont reconfigurées par les médias. Comment des acteurs sociaux anonymes ou notables, identifiés, des femmes, des hommes, mobilisent des stratégies médiatiques pour façonner leur notoriété, leur réputation, les construire, mais aussi pour détruire éventuellement celle de leurs concurrents. Car nous verrons aussi que la fabrique des réputations médiatiques passe aussi par la conflictualité et les polémiques. Et justement, notre première intervenante, Megan Roberts, travaille tout particulièrement sur ces conflictualités médiatiques à travers le cas des professions de santé. Megan Roberts est Associate Professor à Bowdoin College dans le Maine, aux États-Unis, et elle est actuellement professeure invitée à l'IEA de Strasbourg, où elle est accueillie au sein de l'unité Société, acteurs et gouvernement en Europe. Ses travaux se concentrent sur l'histoire de France au XVIIIe siècle. Elle articule tout particulièrement l'histoire culturelle, l'histoire des sciences, l'histoire des professions de santé et l'histoire des femmes et du genre. Elle est l'autrice d'une première biographie consacrée aux Sentimental Savants, Philosophical Families in Enlightenment France, qui est paru en 2016 aux presses de l'Université de Chicago. Elle y examine l'invention au XVIIIe siècle d'une nouvelle figure publique, celle du savant, dont le cadre domestique, dont la vie conjugale parvient à enrichir son ethos, son habitus intellectuel et lui permet de concevoir, de mener avec cette sensibilité éclairée par cette vie conjugale paisible, d'un bon père de famille et d'un bon époux, ça arrive, ça se combine, à construire donc un esprit philosophique susceptible de développer ses découvertes, ses capacités d'innovation. Dans le cadre de son accueil à Sage, à l'Université de Strasbourg, Megan Roberts prépare actuellement un nouveau livre, un essai consacré aux Health Wars, Making and Breaking Medical Authority in France, les guerres de santé, faire et défaire l'autorité médicale en France au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Elle y questionne la façon dont, dans le contexte d'une sphère publique qui se déploie au XVIIIe siècle, les praticiens de santé ont saisi les opportunités créées par ces changements médiatiques pour imposer leur autorité médicale qui reste toutefois basée sur des fondations instables. Et cela les amène constamment à rétablir des opérations médiatiques pour consolider leur réputation et capturer aussi l'attention du public. Et donc aujourd'hui, Megan, vous présentez les premiers jalons de cette enquête, faire et défaire l'autorité médicale, la sphère publique de la santé. Merci beaucoup, Megan. Merci à Mélanie Traversier pour cette présentation, à Antoine Litty de m'avoir invité, au comité d'organisation pour tout votre travail et à vous toutes et tous d'être venus. Je travaille actuellement sur un livre sur l'autorité médicale en France au XVIIIe siècle et ce faisant, je fais deux ponts entre deux historiographies principales. La première est l'historiographie vaste et influente sur le développement des espaces publics et la naissance d'une opinion publique au XVIIIe siècle.
grâce à l'explosion des sources imprimées et des lecteurs, dans un nombre toujours croissant des villes françaises, un public plus vaste que jamais avait pour la première fois la possibilité de lire et de réagir aux histoires partagées. Elle était accompagnée d'une croissance des espaces publics, des cafés, des cours publics, qui ont réuni des hommes et des femmes, les classes aisées et les classes moyennes, pour échanger ensemble. Le fait que tous ces développements aient eu lieu pendant une époque coloniale a nourri la curiosité du public pour les histoires des lieux lointains et de populations supposément bizarres. La révolution médiatique était impériale même si elle s'est réalisée dans la métropole. Les ouvrages de deux historiens ont particulièrement formé mon approche à cette époque. Sarah Maza a montré que le public de lecteurs était d'abord attiré par les scandales et les affaires, qu'il regardait comme une scène de théâtre. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il est finalement devenu un tribunal qui voulait décider, qui voulait juger ces mêmes affaires. Antoine Lutty, pour sa part, a mis l'accent sur la curiosité et l'inconstance du public, la façon dont il était fasciné par tout ce qui était nouveau. Ensemble, ces deux historiens me font me poser les questions de savoir comment cette curiosité et cette capacité et volonté à juger ont formé les sciences et la médecine. Ce qui m'amène à la deuxième historiographie que j'aimerais mettre en lumière, à savoir l'histoire des sciences et plus particulièrement les études sur l'expertise et l'autorité. Notamment depuis les années 90, les historiens de sciences ont accordé plus d'attention aux pratiques quotidiennes de la vie scientifique. Ils ont également examiné la manière dont l'expertise était socialement et historiquement construite, montrant qu'elle n'a jamais été stable. Dans un livre particulièrement célèbre, Simon Schaffer et Stephen Shapin ont expliqué qu'au XVIIe siècle, les liens sociaux entre les académies, des aristocrates et des savants ont aidé ces derniers à valoriser leurs sciences. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, il ne suffisait plus d'être évalué ni par la noblesse, ni par les amis. La science est devenue, pour citer Jean-Luc Chappé, sévère. Bernadette Bonseau de Vincent parle d'un divorce entre l'opinion publique et la science. C'est-à-dire que la science est devenue si technique, si quantitative et franchement si difficile que seuls des collègues spécialistes pouvaient la valider. Le fait que la science sévère ait pris forme en même temps que l'opinion publique a préparé une collision inévitable. Et pourtant, les membres des professions médicales se sont montrés particulièrement désireux de participer aux lumières médiatiques. Comme l'indique ce tableau tiré du livre d'Elizabeth Andrews Bond, les praticiens de la santé ont publié plus de lettres dans les affiches que toutes les autres professions. En décrivant ce genre d'échange, Robert Darnton a parlé d'un communication network, l'information passant d'un média ou d'un espace à l'autre. Bien que les historiens de l'opinion publique et la circulation des informations se soient principalement concentrés sur le politique, celle-ci a également changé les donnes pour la médecine. Les praticiens voulaient partager leurs connaissances et ainsi contribuer aux lumières. Ils voulaient aussi se faire un nom. Mais ils voulaient le faire en tant que savants et non en tant que charlatans, ce qui n'était pas facile puisque ces derniers pouvaient aussi faire circuler les informations dans les espaces publics. Tout cela m'amène à me demander comment les savants ont mis en pratique leur désir de s'adresser au public et de s'affirmer comme des experts à part de la population générale. Et de plus, comment cet engagement médiatique a-t-il influencé, voire formé leurs idées? Mon projet de livre se divise en 5 chapitres, tous orientés autour des études de cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 d'entre elles, chacune se déroulant dans des espaces et des décennies différents. On commence avec Claude-Nicolas Lecat, chirurgien et anatomiste à Rouen. Profondément ambitieux et très combatif, Lecat irritait souvent ses contemporains, mais a néanmoins réussi dans sa carrière. Selon ceux qui l'ont loué, c'est son talent pour l'engagement public et son zèle pour la transmission des savoirs qui l'ont fait sortir du lot. Lecat s'appuyait sur le soutien du public rouennais pour se faire un nom, ayant comme modèle le grand savant Fontenelle, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences qui avait cultivé le soutien des femmes aristocrates pour les sciences. Et pourtant, Lecat était anatomiste. L'anatomie était vraiment populaire, mais plus dégoûtante que galante. Par conséquent,
le cat était fier du fait que ses corps étaient attrayants pour tous qui étaient, je cite, curieux de la nature de tous les états, et que le beau sexe même a rejoint tous qui vont en foule remplir mon amphithéâtre. Selon son confrère, ses corps de physique ont d'eux-mêmes attiré un auditoire nombreux et choisi, y compris, encore une fois, des dames, qui rendirent un témoignage authentique et de goût qu'elles avaient acquis et de la satisfaction que leur avait causé le professeur. La présence des femmes en particulier a validé la force, la clarté et même le charme de ces démonstrations. Ils pratiquaient ainsi une forme de masculinité érudite et séduisante. L'expérience d'avoir donné des cours publics, si populaire, si tôt dans sa carrière, a incité le cat à rechercher des audiences de plus en plus grandes. La révolution médiatique l'a attiré, il a beaucoup publié. Je me focalise sur ses lettres aux journaux, dont beaucoup s'adressaient à la bonne société et à un public mixte hommes et femmes, comme ses cours publics. Voici une sélection des lettres qu'il a publiées pendant les 6 premiers mois d'existence de ce journal Les Affiches de Normandie. Il était vraiment enthousiaste. Or, comme Colin Jones explique, chercher une telle publicité était risqué. Par exemple, quand le cat est allé à Lille pour faire des opérations sur les cataractes, la personne qui l'a invité a mis des affiches pour annoncer son arrivée. Ce qui a choqué l'Académie de chirurgie dont le cat était membre. Ils ont demandé plus d'informations pour savoir si le cat s'était comporté comme un charlatan. On voit que le charlatan n'était pas une position sociale figée et que même les praticiens d'élite comme le cat pouvaient être accusés de charlatanisme s'ils faisaient trop de publicité. Enfin, dans les journaux, il était ouvert aux attaques. Les lecteurs pouvaient lui répondre, éventuellement pour critiquer ses idées ou même pour les ridiculiser. Considérez par exemple une affaire qui a commencé le 2 mars 1764. Une lettre a été publiée dans les Affiches de Normandie. Une lettre qui, il faut que je vous prévienne, a incorporé des termes qui sont aujourd'hui racistes et qui étaient utilisés par les savants du XVIIIe siècle. L'extrait expliquait que pendant sa grossesse, une duchesse est, je cite, devenue de la couleur d'une négresse, une métamorphose qui s'est effectuée pendant ses 2 autres grossesses. Cette lettre anonyme a terminé, voilà, un phénomène bien singulier, proposez-le à Monsieur le Cat. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Il s'agissait bien d'une lettre pour Madame le Cat, ne provenant pas d'un lecteur anonyme. Le Cat avait déjà falsifié d'autres lettres de sa correspondance de la même manière, montrant combien il était essentiel de donner l'impression qu'un large public réclamait ses idées. En 1764, presque 30 ans après son premier cours public d'anatomie, le Cat était expérimenté en tant que vulgarisateur et il savait bien que son public aimait beaucoup les anomalies et les anecdotes percutantes. De plus, cette anecdote permettait à le Cat d'analyser le sexe et la noirceur, 2 sujets favorisés par les médecins et les chirurgiens pour faire preuve de leur maîtrise. C'est aussi le moment historique où les anatomistes produisaient des preuves des inégalités biologiques sexistes et racistes, même si, comme on verra, ils n'étaient pas d'accord sur les mécanismes impliqués. Le Cat a répondu le 9 mars en expliquant sa propre théorie anatomique de la noirceur, que le nerf optique produisait une encre noire qu'il appelait l'étiope animale et qui se diffusait dans tout le corps. Or, dans le numéro suivant, quelqu'un d'autre a répondu et a critiqué l'explication donnée par le Cat. Cette personne s'est moquée de le Cat d'avoir discuté d'un fait singulier qui avait fait le tournement de tout Paris. En outre, cet auteur a répudié l'idée d'un étiope animal. Lui-même instruit sur l'anatomie, il a insisté sur un prétendu excès de bile chez les Africains. Le Cat a pris les critiques de ses lecteurs comme une insulte et ne voulait pas s'engager avec quelqu'un d'anonyme. Il a donc arrêté de communiquer à travers des affiches. Il a plutôt publié un livre sur ce sujet. Son traité de la couleur de la peau humaine a paru immédiatement après ce débat de 1764 dont il a discuté dans les préfaces. Le Cat a écrit un livre, la forme la plus acceptée pour la communication des savoirs, pour établir son autorité en tant que savant.
De plus, il a considérablement développé ses idées pour répondre directement aux critiques qu'il avait subies. Pour réfuter l'idée qu'un excès de bile expliquait la noirceur, il a fait plus d'expérience avec les fluides corporels. Il a mobilisé son réseau social, demandant à ses confrères de lui envoyer des tissus qu'ils ont trempés avec des fluides pris des patients noirs. Puis, Lecat a fait des comparaisons avec ces échantillons pour montrer qu'il n'avait aucune différence raciale. Ce qui est encore plus révélateur, à mes yeux, est le fait qu'il ait répété ces expériences après un dîner. Ostensiblement pour les amuser, Lecat a invité la compagnie présente à examiner ensemble ces échantillons. Personne ne peut remarquer aucune différence entre toutes ces parties du sang, il a écrit. Et quand on voulait le faire au hasard, on se trompait fort souvent. Voilà la preuve que son détracteur avait tort. C'est ainsi qu'un bruit public à Paris a été partagé dans une correspondance, puis publié dans les affiches de Normandie, avant de devenir un vrai programme de recherche, un jeu après le dîner, et finalement le fond d'un livre scientifique. D'ailleurs, ce livre a beaucoup circulé et influencé les idées d'autres savants qui s'intéressaient aux questions de race. Tout cela souligne le rôle des médias et de la sociabilité urbaine, ainsi que des études scientifiques dans le développement de la science de la race. Plus généralement, cet épisode montre que ces publications sont intégrées dans un large éventail de pratiques sociales. Et de plus, les efforts de Lecat à faire se renommer montrent à la fois les ambivalences de l'engagement savant dans la sphère publique et la capacité des nouveaux médias à former les savoirs. On va avancer dans le temps et passer à Paris. Aujourd'hui, peut-être le médecin le plus célèbre du XVIIIe siècle, Félix Vicq d'Azyr, faisait partie d'une vague de jeunes médecins ambitieux qui désiraient transformer la médecine en un domaine plus scientifique. Il est, pour de nombreux chercheurs, un praticien emblématique de la science sévère. Néanmoins, il ne pouvait pas tourner le dos au public. Il a reconnu le pouvoir des médias pour circuler les informations et influencer les lecteurs. Comment est-ce qu'un tel personnage, à la fois tourné vers et éloigné du public, a navigué dans la sphère publique des années 1770 ? Tout d'abord, même pour quelqu'un comme Vicq d'Azyr, sa capacité à s'adresser au grand public lui a permis de lancer sa carrière et de se lier aux puissants mécènes. Les cours d'anatomie qu'il a donnés alors qu'il était encore étudiant en médecine étaient extrêmement populaires. Cette popularité lui a conféré une sorte de crédit social. Ses admirateurs ne cessaient de mettre cette qualité en avant. Elle validait ses forces intellectuelles ainsi que ses qualités personnelles, y compris son charisme, son éloquence et sa belle voix. Et pourtant, il était beaucoup plus ambivalent que Lecat vis-à-vis des médias. Il a été parfois attaqué dans la presse. La renommée avait ses mauvais côtés. Par exemple, pour ses efforts pour lutter contre un remède qu'il jugeait comme dangereux, Vicq d'Azyr était violemment critiqué par la Gazette du Pays-Bas en 1783. Dans la marge, Vicq d'Azyr lui-même a répondu « Je méprise cet injure et ne veux point répondre ». Contrairement à Lecat, Vicq d'Azyr préférait rester au-dessous de la mêlée. Cela n'était pas toujours possible, surtout lors d'une épidémie. Sa première a eu lieu en 1774, alors qu'une terrible épidémie de bétail s'est propagée rapidement à Bayonne. L'intendant Turgot a demandé à l'Académie des sciences d'envoyer un savant pour y faire des recherches. Ils ont choisi Vicq d'Azyr, qui venait d'être élu et n'avait que 26 ans. Il a fini par écrire énormément sur l'épidémie. Son livre sur le sujet, paru en 1776, s'étend sur plus de 700 pages. Son audience était un grand public de lecteurs et aussi de savants. Il décrit une période accablante. L'épidémie de bétail était aussi déroutante que dévastatrice. Personne ne savait vraiment que faire, et pourtant, il avait une quantité écrasante d'informations qui circulaient, dont la plupart étaient contradictoires et certaines dangereuses. Cette situation met parfaitement en évidence les avantages et les inconvénients d'une culture florissante de l'imprimé lors d'une crise médicale. Pour vous donner un seul exemple, au début de l'épidémie, un arrêt avait stipulé que les animaux malades devaient être séparés des animaux sains.
C'est logique. Or, un négociant toulousain a publié, par la voie des papiers publics, un article recommandant de garder ensemble tous ces animaux pour qu'ils restent au chaud pendant l'hiver. La situation en est allée de mal en pis. Cette idée a ensuite paru dans un livre, ce qui lui a donné encore plus d'autorité. Elle a été reprise une fois de plus, regrettait Vic Dazir, dans un mémoire publié par les maires et consuls de Candan. Ces fonctionnaires ont même prétendu que cette pratique était recommandée par les médecins. Ce qui n'était au départ qu'un court article dans un journal a finalement paru dans 2 livres, accarant au passage un vernis d'autorité médicale et politique. Malgré ses efforts, malgré ses connaissances, malgré ses liens académiques et même avec la monarchie, Vic Dazir ne pouvait pas contrôler ce que les gens faisaient, ce qu'ils lisaient, ou l'autorité qu'ils choisissaient d'accepter. Et pourtant, il continuait d'essayer. Et le livre le montre en train de se débattre avec différentes façons de faire appel à ses publics. Par exemple, il a pratiqué une sorte de crowdsourcing, en incluant dans son livre de nombreuses recettes proposées par ses confrères, ses lecteurs ou tout simplement le public. Plusieurs ont été envoyés par des praticiens de santé, mais presque la moitié a été partagée par des personnes exerçant d'autres professions, notamment des notaires et des avocats. Il a même inclus la recette d'un paysan de la Westphalie qui avait déjà été publiée dans la Gazette de France. Bien sûr, les sources imprimées n'étaient pas les seules sources d'information. Dans ce cas, comme dans celui où Vic Dazir fit plus tard campagne contre un dangereux remède pour les maladies vénériennes. Par rapport à ce dernier, il a dû tenir compte du fait que les partisans allaient, je cite, de café en café pour y prononcer les merveilleux effets de cette poudre et d'y répandre leurs affiches et brochures. On voit que l'information médicale circulait dans différents espaces sociaux, sous forme imprimée ou manuscrite, ou à l'oral. Une crise comme l'épidémie de bataille n'a fait qu'amplifier la rapidité de la diffusion de l'information. Les efforts de crowdsourcing de Vic Dazir montrent qu'il a essayé de travailler avec plutôt que de lutter contre le flux d'informations. Il a même encouragé le public à, je cite, tenter lui-même des expériences utiles. Cependant, cela n'était pas un processus égalitaire, car Vic Dazir préférait toujours que les savants comme lui soumettent les remèdes proposés à un examen scientifique. La Société royale de médecine, fondée à la suite de l'épidémie de bataille, jouait un rôle central dans sa vision du fonctionnement de ces processus. En somme, Vic Dazir voulait certainement s'imposer comme une autorité. Cependant, d'une certaine façon, il a validé l'importance du public en tant que source d'information et a reconnu le droit du public à décider, parfois, par lui-même, même s'il s'est présenté comme un expert chargé de le guider. On va avancer une dernière fois aux années 1780. Les pressions que nous avons vues se développer ont finalement explosé. L'intérêt du public pour les sciences était très élevé et les mêmes évolutions que celles observées dans le domaine de la politique s'appliquaient également ici. Les lecteurs et spectateurs scientifiques avaient développé une identité en tant que public. Ils émettaient des opinions, ils dégageaient une certaine confiance dans leur capacité d'évaluation. Cela a créé de nombreux défis pour les cultures scientifiques. Le plus célèbre de ces épisodes concernait la théorie du magnétisme animal ou le mesmérisme, développée par le médecin viennois Franz-Anton Mesmer. Cet épisode était largement motivé par les angoisses et les ambiguïtés produites par les tensions inhérentes à une médecine tournée vers le public. Mesmer prétendait qu'un fluide invisible saturait et entourait tous les corps humains. Ce fluide pouvait être manipulé au moyen de tiges magnétisées, de baquets remplis de l'eau magnétisée, et même de Mesmer lui-même ou de ses acolytes. Cette théorie paraissait farfelue aux savants de l'Académie des sciences, mais elle n'était pas si éloignée des théories bien établies sur le vitalisme ou l'électricité, qui impliquaient aussi des forces invisibles qui pouvaient agir sur le corps de manière spectaculaire. Mesmer est arrivé à Paris en 1778 et sa clinique a été rapidement fréquentée par la bonne société. Des guérisons quasi miraculeuses circulaient et la théorie était bientôt étayée par de nombreuses preuves empiriques.
Elle a également suscité une frénésie publicitaire qui a alimenté le succès de Mesmer. En revanche, à cause de cette publicité excessive, il avait l'air flamboyant, trop peu sérieux et même déstabilisateur. Les crises extravagantes associées au magnétisme impliquaient des grands spasmes, des cris et des évanouissements, tout ce qui avait l'air un peu sexuel. Ce n'était pas ainsi que les savants d'élite aimaient pratiquer la science. Pour citer Claire Ganté, jamais, vraisemblablement, une question de santé publique n'a été débattue avec autant de vivacité, voire de violence verbale. Mesmer a ensuite fondé la Société de l'harmonie universelle afin de diffuser la doctrine du magnétisme animal, du moins auprès de ceux qui payaient les frais importants d'abonnement. Comme l'ont montré David Armando et Bruno Balost, les praticiens de santé représentaient plus d'un quart des membres dont on connaît la profession. Les aristocrates aussi formaient une partie très importante. Que Mesmer ne divulguait ses méthodes qu'à ceux qui le payaient semblait cupide et franchement charlatanesque, à l'opposé de tout ce que devrait faire un homme de science idéalement désintéressé. Les membres de la société diffusaient dorénavant la doctrine du magnétisme animal. Parmi eux, le comte de Chastenay de Puységur, jeune aristocrate, officier militaire et savant hydrographe. Envoyé à Saint-Domingue à la tête d'une mission hydrographique, il a amené avec lui sa femme, également acolyte de Mesmer, et 2 baquets de magnétisme. Il a installé ensuite les 2 baquets à Cap-Français et a créé une société mesmérienne dès son arrivée le 7 juin 1784. Là encore, le magnétisme a suscité un engouement dont témoignaient des lettres enthousiastes adressées au rédacteur en chef des affiches américaines. Une fois de plus, la publicité était une faiblesse autant qu'une force. Son commandant militaire a sévèrement réprimandé Puységur d'avoir attiré autant l'attention. Et pour être très clair, c'est la publicité qui posait problème. Le même réprimande a également souligné le fait qu'il amenait sa femme avec lui lors de ses expéditions hydrographiques. Les savants les plus éminents de la colonie étaient encore plus durs. Ils ont immédiatement condamné Puységur en jugement qui renforçait les liens avec leurs homologues parisiens. En somme, à Paris et au Cap-Français, entre autres, on voit un énorme soutien populaire au magnétisme en tension avec la réprobation de plusieurs savants, même si les praticiens de santé étaient partagés. On a donc tous les éléments nécessaires à une grande confrontation. Inquiète de ce niveau élevé d'enthousiasme et de publicité, le monarchie a formé 2 commissions savantes chargées d'étudier le magnétisme. Le rapport accablant a insisté que tous les effets attribués au magnétisme étaient plutôt des effets de l'imagination, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. Les rapports ont mis le feu aux poudres. Les détracteurs brandissaient le soutien de la commission comme une arme, littéralement dans ces caricatures, qu'ils utilisaient pour ridiculiser les partisans de Mesmer en les traitant d'ignorants, de naïfs et d'influençables, des critiques qui blessaient particulièrement l'honneur masculin. Tout comme les journaux ont été un mécanisme clé pour la promotion du magnétisme, ils ont également été la principale voie de diffusion des critiques. Et en réalité, c'est le ridicule que les partisans craignaient. On ne peut pas savoir avec certitude si le magnétisme a duré à Saint-Domingue. Le colon Jean Tremblay a écrit en son cousin, le naturaliste Charles Bonnet, que le magnétisme, je cite, n'est pas à ce point définitivement jugé par le rapport, cependant très respectable, des commissaires, académiciens, médecins et physiciens. Leur décision n'empêche pas qu'il n'ait encore ses partisans. Et pourtant, Tremblay a terminé sa discussion en écrivant « baquet de tous côtés », et aujourd'hui on n'en parle presque plus. Et peut-être est-ce qu'ici on devra trop parler. Malgré toutes les guérisons merveilleuses dont Tremblay a discuté, la publicité excessive a cédé la place au silence. Il est donc difficile de savoir si la pratique a continué. Robert Thornton, dans son étude fondamentale sur le mesmérisme, a montré que certains défenseurs du magnétisme ont développé une politique radicale. Les voix de ses partisans étaient vraiment fortes. Or, si on continue d'examiner le développement du magnétisme animal et son utilisation en tant que traitement médical, on peut voir un phénomène bien plus calme, mais néanmoins influent.
puisque le magnétisme continuait à évoluer en Provence, notamment à Strasbourg. De fait, ils y pratiquaient une version du magnétisme, spécifiquement le somnambulisme, c'est l'hypnose avant la lettre, développée par le marquis de Puységur. C'est le frère aîné du comte dont je viens de parler. De nombreux praticiens de santé, y compris des médecins attachés à la faculté de médecine, l'hôpital civil et le militaire, figuraient parmi eux. Le magnétisme strasbourgeois comportait de nombreux éléments importants, mais je me focalise sur ses stratégies médiatiques, qui différaient fortement de celles de Mesmer. En général, ils essayaient d'éviter une publicité excessive ou surchauffée. Leur pratique a plutôt évolué vers la sérénité. Le magnétisme strasbourgeois était calme. De plus, ils ont renoncé aux pratiques les plus controversées de Mesmer, notamment sa fameuse chambre de crise, où il abandonnait les patients évanouis. Et même si les débats sur le mesmérisme continuaient dans la presse germanophone, les magnétiseurs et magnétisantes de Strasbourg se sont largement concentrés sur les rédactions des livres sérieux, des séries d'études de cas, sans théorie, sans informations extravagantes, sans fioritures surnaturelles ou spirituelles. À certains égards, cela ressemble à ce que Lecat avait fait lorsqu'il était critiqué. Il s'était retiré des débats qui se déroulaient dans les journaux et avait préféré écrire un livre sérieux et érudit. De même, les controverses mesméristes ont alimenté la formation des savoirs et le désir des mesméristes d'éviter le ridicule et de répondre implicitement aux critiques ont contribué au développement du magnétisme. En conclusion, la révolution médiatique en France a offert aux praticiens de santé de nouveaux moyens d'engager et de convaincre le public. Ces échanges ont à la fois validé et sapé l'expertise médicale. Les médecins, chirurgiens et autres praticiens pouvaient toucher un public plus large que jamais. Or, ils étaient toujours en concurrence féroce, non seulement avec ceux qui traitaient de charlatans, mais aussi entre eux. Ces conflits ont encouragé le public à choisir de lui-même. En écrivant sur le public et les sciences, le marquis de Condorcet a insisté que les académies scientifiques conservent leur indépendance vis-à-vis de l'opinion publique. Et pourtant, dans le secteur médical, c'est compliqué parce que c'est intime. Les gens ne sont pas disposés à rejeter leur propre expérience de leur propre corps. En effet, le public décide toujours par lui-même s'il souhaite suivre les conseils des experts médicaux, demander un deuxième avis ou même ignorer complètement la médecine traditionnelle. De plus, les médecins font parfois de même. Une personne qui a un diplôme de médecine n'est pas obligée de suivre le consensus scientifique ou médical. Pour modifier la phrase de conclusion la plus célèbre de l'histoire des sciences, Mesmer avait raison. Merci beaucoup. Okay.